Bon les amis, je suis un peu pressé parce que demain matin je pars en vacances. Et avant de partir, je veux vous faire un BDR, un bulletin, parce que j'ai des trucs à vous dire, des trucs que je pense importants, un plan. Bon. Et pour partir en vacances, je vais commencer par une anecdote. Hier, je me trouvais à la gare d'Amiens pour acheter les billets pour mes gamins pour partir à Montpellier. Et donc, devant moi, il y avait une vieille dame au guichet. Moi, j'étais dans la queue, avec son cabas, son vieux fichu. Tu vois, bon, on aurait dit ma grand-mère, tu vois. Et à côté, l'autre guichet, c'était une personne handicapée qui voulait aller à Illy-sur-Noye, je crois bien. Et tu vois bien toutes les difficultés de communication qu'il y avait entre l'agent et la dame, mais l'agent qui faisait de son mieux pour l'aider. Puis ça prenait du temps, hein. C'était long, tu vois. Bon, moi j'étais derrière, j'attendais. Et en même temps, je regardais ça avec une certaine tendresse, malgré l'attente, parce que je me disais, bon sang, comment ils vont faire quand ça sera sur des smartphones, quoi, où il y aura juste la borne pour se débrouiller avec ça. Et là, donc, ça y est, c'est mon tour, je vais au guichet, je discute avec le gars, je me renseigne. Il me dit, bah voilà, en plus on va avoir 330 portes qui vont être supprimées, rien que dans les Hauts-de-France, à la SNCF. Et vous allez devenir quoi? Oh, j'en sais rien. Moi, j'étais au dépôt à Longo, puis ils m'ont balancé à Paris. Maintenant, je n'étais jamais dans la vente, moi. Ils m'ont mis à la vente. Et puis maintenant, je ne sais pas ce que je vais devenir. Et là, il y a un gosse qui apparaît derrière le guichet. C'était un jeune black ou métis, mais avec des dreadlocks, tu vois, la bonne touffe, je ne sais pas, 10-12 ans. Et il se met à faire des bisous à tous les agents un par un. Bah ça va, t'as ton ticket pour prendre le train et machin. Et ça blague comme ça. Et bon voilà, et notamment les 330 postes, ils vont notamment être récupérés sur le guichet. C'est sur le guichet qu'on va supprimer des postes. Voilà. Et je me suis dit, bon sang, est-ce qu'ils se rendent compte, Borne, Pépi et compagnie, de ce qu'ils détruisent, quoi. Ce qu'ils détruisent, c'est ce petit lien-là qui a l'air de rien entre la personne âgée qui va acheter son billet et on lui débrouille son truc. Ouais, en termes de rentabilité, c'est zéro parce qu'elle va mettre une demi-heure à sortir ses papiers, ses machins sur la table et il va falloir l'aider. Carte bancaire, ah mais c'est quoi mon numéro? Enfin, tu vois, c'était ça le numéro. Et la personne handicapée et le gars, tu vois, le gars qui me servait, qui était déjà tout rouge, je sentais une tension en lui, une angoisse parce qu'il se demande ce qu'il va devenir demain. Et le gamin qui fait des bisous à tout le monde comme si c'était un truc familial, tu vois. Et c'est ça qu'ils sont en train de casser. Bordel! Bon. Je vais passer à mon actualité parlementaire. Je pense que je fais un truc marrant aujourd'hui. Où est-ce qu'elle est ma lettre? Là, j'ai appris que le président de la Commission des affaires économiques, donc mon ami Roland Lescure, il avait publié une tribune dans Les Échos, journal de Bernard Arnault, hein, mon copain aussi, où il disait « Disons aux Français ce que les gilets jaunes ont coûté à l'économie. » Bon. Et voilà, il disait qu'il avait saisi le président de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait un chiffrage des dégâts, une évaluation, tu vois, de ça. Et là, aujourd'hui, j'apprends que ça y est, la mission d'information proposée par Roland Lescure vient d'être acceptée par l'Assemblée nationale, que c'est parti et qu'il va y avoir une information sur ce que ça a coûté. Alors, aussitôt, dès aujourd'hui, j'ai adresser un courrier pour demander une mission d'information sur ce que les Gilets jaunes ont rapporté aux Français. Ok, il y a une colonne moins, mais alors il y a une colonne plus, tu vois. Parce que bon, si tu veux, on a affaire à des mecs, c'est des experts comptables de l'histoire, tu vois. Bon. Le téléphone de Marie-Laure a rendu l'âme, là, donc on est le lendemain, on est dans le train, je suis en train de partir en vacances avec mes gamins, donc je leur ai donné à bouffer du saucisson pour Joseph et puis un sandwich au jambon pour ma fille Ambre. Et donc voilà dans quelles conditions on termine un bulletin qui doit préparer la révolution quand même. Bon, alors, je sais vaguement où j'en étais, mais je voudrais raconter un truc de ce matin. Ce matin, j'étais à ma permanence parlementaire, tu vois, à Amiens. Et il y a entre autres une dame qui est venue me voir, qui habite au quartier nord, et qui m'a sorti toutes ses factures de NJ.
et elle ne comprenait plus rien. Et à un moment, Engie lui a réclamé, je crois, 2500 euros. Et puis à un autre moment, ils se sont dit, non, pardon, on s'est trompé, on vous réclame 247 euros, mais c'était encore beaucoup. Puis finalement, ils disent, non, on s'est trompé, on va vous faire des prélèvements de 82 euros qui s'ajouteront aux 74 euros. Et puis du coup, la banque, elle a rejeté des trucs, tu sais, elle a eu des frais bancaires pour 14 euros, 2 fois 14 euros et tout ça. Et donc, ils ont dû faire des économies tous azimuts. Finalement, Engie vient de dire, on s'est trompé, ils n'ont pas remboursé les frais bancaires, mais bon, ils se sont trompés. N'empêche que pendant ce temps-là, elle a dû se priver. Et surtout, il faut comprendre, donc évidemment, c'est un foyer, elle est au chômage, son mari est au chômage, et surtout, elle ne peut pas se chercher de boulot parce que son enfant est diabétique. Et donc, quand elle se prive, en fait, ça a des conséquences sur la santé de son gosse, tu vois. Parce que, étant diabétique, son gamin a besoin d'une nourriture très équilibrée. Et là, comme ils n'avaient pas de pognon pendant ces mois-là, à cause d'Engie, à cause des factures et des erreurs d'Engie, eh bien, c'était des pâtes et des patates pendant des mois. Et elle dit, ben voilà, le risque pour mon gamin, c'est pas tout de suite, mais c'est que ça s'installe, c'est la cécité, c'est les reins, c'est l'amputation. Et donc voilà. Et alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait dans l'hémicycle? Tu vois pas le lien? Mais moi, je le vois. Parce que cette semaine est passée la loi Pacte, jeudi matin. Et jeudi matin, qu'est-ce qu'a décidé Macron? C'est de vendre les 25 derniers pourcents de Engie. Parce qu'on avait, on sait, le gros paquet, ça a été la vente de l'aéroport de Paris, de la Française des Jeux, mais il y avait aussi les 25 derniers pourcents de Engie. Donc ça y est, c'est terminé. Cette histoire où Gaz de France, qui avait été nationalisé à la Libération par Marcel Paul, et qui faisait que le gaz, pour que tout le monde l'ait chez lui, qu'on fasse des installations, que ce soit de l'énergie qui puisse être accessible au peuple, ça a été refilé entre autres par Sarkozy à son copain Albert Frère, le milliardaire belge, tu vois. Et là, Macron termine le processus, les 25 derniers pourcents, ils sont livrés, et ce qui fait que des dames comme ça, il y en a plein, parce qu'en plus, il n'y a plus d'interlocuteurs en face. Avant, il y avait eu des agences. Il y avait une agence dans la Somme, une agence à Amiens, une agence à Abbeville, une agence à Albert. Je sais parce que j'ai des vieilles cartes de jeu. Tu sais, il y a un jeu de 32 cartes, Gaz de France. Et dessus, tu as les numéros, et c'est des numéros de téléphone. À l'époque, il y avait 6 chiffres, tu vois. Maintenant, le numéro dans la Somme, c'est 0322 pour tout le monde. Et là, il n'y avait pas le 0322, il n'y avait rien, parce que ça devait être au milieu des années 80 ou un truc comme ça. Et tu avais une agence à Albert, une agence à Amiens, une agence à Abbeville. Maintenant, tu as 0 agence. Et pour le téléphone, les centres d'appel, ils ont été s'installer, je crois, au Maroc. En tout cas, ils ont été délocalisés, c'est sûr, parce qu'on avait bossé là-dessus. Voilà. Donc, je vois le lien entre cette dame et son fils diabétique, Engie, la loi Pacte cette semaine. Enfin, voilà. Je vois un blog d'histoire. Bon, je reviens au sujet qui était le bilan des Gilets jaunes, tu vois. Donc, là, Roland Lescure, le président de la commission des affaires économiques. Ça tangue un peu parce qu'on est dans le train, les amis, je suis désolé. Donc voilà, on part dans le sud. Et donc, mange ton sandwich, arrête de rigoler, toi, là-bas. Et donc, je dis, si c'était la Révolution française, les macronistes ils demanderaient un audit de la Révolution française, contrôle et évaluation. Tu vois, il faudrait que tout le monde se transforme en Andersen Consulting. Les parlementaires, on sait tous des Andersen Consulting. Bon, et donc, puisque c'est là-dedans, on va faire le calcul de ce que les Gilets jaunes ont rapporté aux Français. Donc, ils ont rapporté comment? D'abord, c'était la taxe carbone supprimée, 4 milliards d'euros. Ensuite, c'était la prime Macron, qu'on devrait appeler la prime Gilets jaunes. J'invite toujours ceux qui touchent ces sommes-là aux alentours de 500 euros souvent, à la surligner sur la feuille de paye, elle a montré, elle va me dire merci les Gilets jaunes, parce que c'est une prime Gilets jaunes, ça fait à peu près 1 milliard d'euros. L'augmentation de la prime d'activité, 2,5 milliards d'euros. Finalement, ils ont renoncé à une hausse sur la CSG pour les retraités. Et bien ça, c'est 1,5 milliard d'euros. La défiscalisation des heures supplémentaires, je suis contre, mais n'empêche que c'est 2 milliards d'euros. Alors là, le raisonnement, c'est de dire, ouais, mais bon, en fait, c'est quand même les Français qui vont payer pour les Français. Ouais, non, mais sauf qu'il y a des rééquilibrages à l'intérieur. Par exemple, on devait baisser à nouveau l'impôt sur la société, notamment pour les grandes entreprises. Ça a été gelé cette semaine. Pourquoi? Effet gilet jaune. Donc c'est bien là les riches et les multinationales qui vont payer pour c'est environ 10 milliards qui sont donnés,
qui vont aux Français parce que c'est à nous, bordel. La taxe sur le GAFA qui est pas énorme, mais c'est pareil, c'est un truc qui est mis en place parce que il y a eu l'effet gilet jaune. Donc on a un certain nombre de choses comme ça. Bon après, globalement, moi tu sais, la croissance c'est vraiment pas mon truc. Je suis accroissant, mais bon, puisqu'ils jouent à ça, ils disent que ça fait perdre 0,1 à 0,2% de croissance. Bon, les mouvements des gilets jaunes. Oui, mais n'empêche que les mesures de Macron, d'après l'INSEE, ça fait gagner plus 0,3% de croissance. Donc au total, tu en serais à plus 0,1 ou plus 0,2 grâce aux gilets jaunes, tu vois. Donc alors là, le président de l'Escure, il m'a répondu que, alors que son mot c'était bien, disons en français ce que les gilets jaunes ont coûté à l'économie. Maintenant il me dit non mais c'est pas les gilets jaunes, ce sont les dérives sur les Champs-Élysées, tu vois. Tu as besoin d'avoir une mission d'information sur ce qui se passe sur les Champs-Élysées. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils viennent faire un effet zoom là-dessus pour qu'on ne voit pas l'ensemble du décor. Moi ce que je demande c'est qu'on vienne voir l'ensemble du décor. Alors on va voir si ils acceptent qu'on y ait une colonne plus et une colonne moins. J'en doute, mais il va falloir taper du poing sur la table. Voilà. Donc c'est une bagarre, et c'est une bagarre qui n'est pas qu'une bagarre de chiffres. Ce qu'on vient dire par là, c'est qu'on vient dire aux gens, vous voyez, quand vous bougez, vous gagnez, et vous faites gagner les Français. Donc vous ne les faites pas perdre, vous les faites gagner. Là, vous êtes bougé le derrière, il y a eu tout ça qui est tombé, et moi je dis, l'appétit vient en mangeant. Je dis ça en voyant mon fils qui grignote son sandwich, mais ça veut dire la victoire va à la victoire, la volonté va à la volonté, l'énergie va à l'énergie. Là on a gagné un peu parce que les gilets jaunes étaient peu, trop peu, mais si on s'y met à beaucoup, si on s'y met à des millions, on remportera des millions. Enfin voilà un peu. Donc c'est une bataille de chiffres, mais qui est aussi une bataille sur donner de l'espoir aux gens en disant, vous voyez, en fait, on perd pas tout le temps, on gagne déjà tout ça, vous l'avez gagné. Donc voilà. Alors, puisqu'on en est sur les gilets jaunes, on va rester sur les gilets jaunes. J'ai vu passer, attends, j'ai pas eu le temps de l'imprimer, alors je te le regarde sûrement. Je viens de recevoir un appel national pour le samedi 4 mai, un grand banquet pour les 2 ans de Macron, reprenons les ronds-points. Donc c'est signé les gilets jaunes de Caen, de Rungis, de Paris, du Béarn, du Bois de Lius, du Cœur de Var. Bon voilà. J'approuve complètement. Ça rentre, cette proposition de grand banquet, ça rentre en lien avec, tu sais, ce que déclarait un proche de Macron dans le Parisien. Un proche de Macron déclarait dans le Parisien, et il angoissait. Je ne vois pas comment on sort de ça. Avec les beaux jours, les gilets jaunes vont revenir et installer des barbecues sur les ronds-points. Et voilà, je pense, ce qu'il faut faire. Il faut installer des barbecues sur les ronds-points, il nous faut des merguez révolutionnaires. Donc, j'appuie pleinement ça. On va venir le soutenir. On va venir le soutenir aussi, s'ils veulent, avec la diffusion libre, gratuite, d'une version un peu remaniée, un peu plus courte de Je veux du soleil. Voilà, on va le mettre en ouverture, on a fini un lien pour cette semaine jaune là, entre le 1er et le 4 mai. Alors peut-être qu'il y en a qui préféreront diffuser Jeu du Soleil le 30 avril, la veille du 1er mai. D'autres, ça sera peut-être le 4 mai lui-même pour faire venir du monde sur les ronds-points. Je suis convaincu que ce film peut avoir un impact. On le voit sur les ronds-points où ça s'était passé. Ça amène du monde et ça recrée du lien, de la convivialité. Je pense qu'on peut s'en sortir comme ça. On peut s'en sortir par la proximité, la convivialité, la joie. Donc on va mettre notre film en option et on a déjà plus de 150 groupes de gilets jaunes qui nous l'ont demandé et il y a 350 mails qui n'ont pas été ouverts, donc on devrait avoir déjà 200 groupes et voilà, faire que le 4 mai on ait une reprise des ronds-points par des apéros géants, quoi, tu vois, le petit jaune après le gilet jaune. Donc on va pleinement appuyer ça. Là on va soutenir les gilets jaunes qui ont pris cette initiative. Je veux dire quand même, pourquoi on fait ça là sur le film, c'est quand même qu'on a reçu des tas de messages, mais vraiment des tas. Et même alors il y en a qui disent que ça serait une excellente idée de le mettre sur un rond-point. Maintenant on aimerait, donc ça c'est en Bourgogne, on aimerait proposer une diffusion au rond-point le 4 mai, Odile de Hudson, Claire, l'idée est juste énorme. Mélanie à Ancenis avec pique-nique partagé, concert et échange. On a Béziers, on a Chana, je pense que c'est Chana, on a Besançon, on a Le Luberon, on a Nemours, on a l'île Maurice, bon, on a Senlis, on a Pertuis, bon, on a des tas de... Et même on se fait engueuler, quoi.
comment ça se fait que vous faites un film sur les gilets jaunes et c'est au cinéma, c'est pas sur les ronds-points. Bon, donc voilà, là il s'agit de le mettre à disposition et je pense que je l'ai vu, tu vois, je l'ai vu encore hier soir à Ivry. Ambre, assieds-toi, t'as pas terminé ton sandwich. J'ai juste envie de prendre quelque chose. Qu'est-ce que t'as envie de prendre? Sac bleu. Hein? Sac bleu. Les chips? Bleu. Sac bleu. Je la connais, elle veut se mettre sur les écrans, ma fille. Dès qu'il y a des gens qui prennent des photos, elle se cherche à venir sur mes genoux et tout ça, alors que sa maman, elle n'est pas d'accord parce qu'elle veut pas qu'elle soit sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Nénette. Encore 2 minutes, les enfants, d'accord? Le 4 mai. Bon, vous allez vous débrouiller, hein, il y en a qui vont aller chercher le sac de charbon, d'autres qui vont acheter des saucisses, peut-être que ça sera l'auberge espagnole, chacun amènera son litre de pastis, tu vois, bon voilà, ils se débrouilleront, vous allez vous débrouiller très bien. Mais mieux que moi, parce que moi si je fais un barbecue, je veux dire, je suis pas sûr d'en sortir indemne, mais bon, en revanche, le lien vers le film, ce sera rond-point@fakirpresse.info. Si on pouvait obtenir le lien, il faudra envoyer un message à cette adresse-là, quoi. Alors, je ne donne pas de mots d'ordre généraux sur l'organisation parce que je sais que ce qu'il faut, c'est la reconquête des ronds-points par le barbecue le samedi 4 mai. Et puis, il y a peut-être des groupes, on se dira, bah, ce qu'il faut faire, c'est montrer le film le 4 mai parce que ça fait revenir du monde, mais il y a des groupes où on n'aura pas tout le matériel pour le faire sur le rond-point avec la prise, le groupe électrogène, et puis peut-être que les flics vont venir nous chasser, enfin tout ça. Donc peut-être que là, ça sera mieux de le faire le jeudi 2 mai dans une salle municipale, et puis que ça fera venir du monde, et puis que le monde, eh ben, on l'invitera à venir sur les ronds-points. Donc nous, on va fournir ce lien. On fournira aussi une ébauche de tract où il y aura à mettre le nom de la ville, le lieu, l'heure, la date, tu vois, un truc comme ça. Mais voilà, il faut laisser un peu que chacun sente comment il veut se saisir de cet objet-là. Maintenant, le mot d'ordre donné par les gilets jaunes de Caen, de Rungis, de Paris, du Béarn, de Montpellier, du Bois de Lius, du Cœur de Var, il me paraît clair. C'est le 4 mai, on reprend les ronds-points. On reprend les ronds-points par de la joie, on reprend le rond-point par un grand banquet. Voilà, pour les 2 ans de Macron. C'est les saucisses qu'on met au bout d'une pique. Tu vois, comme on est pacifiste. Ça me fait penser à un bouquin, tu vois. Me pique pas mes notes, toi. Ça me fait penser à un bouquin, tu vois. Je relisais pour l'avenue de Mélenchon, c'est comme il est venu discuter dans ma cuisine. Je m'étais replongé dans un bouquin de Henri Lefebvre, qui s'appelle Vers un romantisme révolutionnaire, et dedans il y a une préface qui rappelle que dans son bouquin, donc Henri Lefebvre qui est un très grand historien, dans son bouquin La proclamation de la Commune, il avait une thèse simple, elle est résumée comme ça: on fait la révolution d'abord parce que c'est une fête. Et je crois que c'est absolument vrai. Je crois que ça se voit dans le mouvement des Gilets jaunes, ça se voit évidemment dans mai 68, mais ça se voit dans le Front populaire, ça se voit dans tous les grands mouvements traversés d'une espérance comme ça. C'est qu'on vient secouer son ennui et on vient essayer quelque chose, éprouver de la joie, tu vois. Et ça, je pense que se dire mon truc de la merguez révolutionnaire qui paraît complètement baroque, en fait, je pense que c'est l'essence d'une révolution. C'est cette joie, c'est ce plaisir. Voilà, je pense que c'est au cœur du truc, tu vois. Bon, donc voilà. Bon, la dernière crapulerie en date, mais enfin, c'est un espèce de concours, quoi. C'est l'arrestation de Julian Assange. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est un procès politique. C'est tout. Et là, mais c'était pareil pour Chelsea Manning. Tu sais, avant, c'était Bradley Manning, puis il était homme, il est devenu femme. Le gars qui, avec Julian Assange, avait notamment... Joseph, t'as terminé de manger, c'est ça? 2 minutes. Le gars qui, avec Julian Assange, avait révélé tout ce qui se passait dans les opérations en Irak et en Afghanistan. Il s'est pris 35 ans de tôle, ou elle s'est pris 35 ans de tôle, tu vois. Bon, je crois que ça avait été commué en je sais pas trop quoi par Barack Obama, mais enfin, là, on est sur du pur procès politique. On va habiller toutes les manières techniques et tout ça. Et alors, évidemment qu'il faudrait demander à accueillir Julian Assange en France. C'est l'évidence, quoi. C'est si on est le pays des droits de l'homme, si on est le pays de l'information, ben, on doit agir à ce moment-là pour Julian Assange. Julian Assange avait entre autres révélé que
Il y avait eu François Hollande, mais je ne sais plus qui d'autre. Attends 2 secondes. C'était en France, ça. Et voilà. Julian Assange avait entre autres révélé que, tu sais, un des moments dont on peut être fier dans l'histoire internationale récente de la France. Je pense que le moment dont on doit être le plus honteux, c'est la guerre en Libye, faite par Sarkozy sur les conseils de Bernard-Henri Lévy, quoi, et dont on voit encore les troubles que ça a suscité aujourd'hui. On nous a eu en nous disant c'est pour sauver Benghazi et finalement on est allé bombarder Tripoli, quoi. Bon, mais l'épisode le plus glorieux, c'est le nom de Chirac et Villepin à la guerre en Irak, tu vois. Et à ce moment-là, Julian Assange le révèle, c'est Wikileaks, François Hollande, socialiste, et Pierre Moscovici, socialiste, maintenant à Bruxelles, sont allés voir comme des petits caniches, tu vois, en trottant comme ça sur leurs petites pattes, ils sont allés à l'ambassade américaine pour dire que c'était vraiment pas bien que Chirac il dise non comme ça avec Villepin à la guerre en Irak, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui sont dans les Wikileaks. Donc évidemment, il faudrait accueillir Julian Assange. Et ça me fait penser à un truc là, tiens, une citation que j'aime bien. On va terminer sur du Malraux, ça te va? Tu vois, je dis, c'était ce gros moment où la France a dit non à l'ONU, a dit non. Quand un pays comme la France dit non, ça a une résonance mondiale. Mais même quand un petit pays dit non, tu vois, à l'ordre mondial, c'est évident que ça a une résonance partout dans le pays. Et ça me fait penser à une citation de Malraux. Tu pourrais me réciter du Malraux par cœur, Joseph, s'il te plaît? Pourquoi? Malraux. C'est le mec qui joue en live? Non, Malraux, c'est pas le mec qui joue au hand avec toi. C'est une citation de Malraux qui fait un discours au Glières, tu sais, le maquis de Gilles Perret, le co-réalisateur de Jeux du Soleil, où il rend hommage aux résistants là-bas. Et il dit ça, le mot non, fermement opposé à la force, possède une puissance mystérieuse qui vient du fond des siècles. Toutes les plus hautes figures spirituelles de l'humanité ont dit non à César. Prométhée règne sur la tragédie et sur notre mémoire pour avoir dit non aux dieux. La résistance d'échapper à l'éparpillement qu'en gravitant autour du non du 18 juin. Les ombres inconnues qui se bousculaient aux glières dans une nuit de jugement dernier n'étaient rien de plus que les hommes du non. Mais ce non du maquisard obscur collé à la terre pour sa première nuit de mort suffit à faire de ce pauvre gars le compagnon de Jeanne et d'Antigone. L'esclave dit toujours oui. Voilà. Bon. Faut savoir dire non. Mais vous n'avez pas intérêt de me dire non trop souvent, d'accord?